Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Heureux de vous retrouver pour parler des jeunes coureurs cyclistes qu'il faudra surveiller cette saison. On n'est encore qu'au début de saison et ces jeunes coureurs vont parcourir un petit bout de chemin cette année. En tout cas, ils ont pour certains des contrats dans des équipes pro. Et on va voir qui est à suivre. Mais avant cela, je vais vous présenter nos deux chroniqueurs du soir. C'est Lilian. Comment ça va, Lilian ? Ça va très bien, très content d'être ici et de retour avec toi, Maxence. Bonjour à tous. Et puis on va voir qui sont les coureurs à suivre cette année, les petits jeunes. Merci Maxence pour ce moment gênant, effectivement, au sommaire de l'émission du jour. Et on va découvrir quelles sont les 5 pépites, les 5 U23 à suivre en 2025. Et après encore, on espère. Et on va passer au premier. Restez bien jusqu'à la fin, car il va y avoir 2 Français dans cette émission. 4 hommes et 1 femme. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, on va commencer avec le premier coureur. Et lui, justement, on va commencer avec un Français. Il est français, il a 18 ans. C'est bien sûr Paul Sexas. Et ouais, je crois qu'on en parle toutes les semaines dans nos émissions. Paul Sexas, donc c'est le coureur qui regroupe le plus d'espoir des supporters français. Donc Paul Sexas, 18 ans, 1m85 pour 61 kg. 18 victoires à son compteur en 2024. Il est assez polyvalent. Il grimpe très bien. On le voit que son domaine de prédilection, c'est quand même les classements sur les courses à étapes. Donc il grimpe très bien. Il est aussi très bon rouleur. Le mec, il est quand même juste champion du monde du contre-la-montre dans sa catégorie. Donc on l'a vu briller à l'Ain Bugey Valromey Tour où il fait 2e. Donc derrière un très gros Philipsen. Mais ouais, du coup, champion du monde de contre-la-montre. Et en plus, il intègre directement le rang professionnel avec Decathlon AG2R, alors qu'il est tout juste Espoir 1. Donc si AG2R lui fait un contrat et lui fait autant confiance, c'est que je pense qu'il y a du potentiel et que ça va pas être qu'en 2025 qu'on va l'attendre, mais sur les 5-10 prochaines années. Lilian, 1m85, 61 kg seulement. Quel gabarit! C'est un gabarit un peu comme Romain Bardet, très grand mais quand même très fin. Et ça a bien marché, en tout cas en montagne pour Romain Bardet. Pour les contre-la-montre, ça marchait un petit peu moins bien quand même. Mais bon, lui, il est quand même, tu le disais Maxence, très polyvalent. Et puis donc champion du monde espoir du contre-la-montre. Donc c'est une très belle performance et ça montre vraiment qu'il a un gros potentiel dans ce domaine-là. Et puis des courses par étapes, des classements généraux. Bon grimpeur, bon rouleur, c'est le profil parfait, quoi, parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent des Français, c'est des coureurs qui grimpaient très bien, mais qui lâchent beaucoup dans les contre-la-montre. C'était le cas de Pinot et Bardet notamment. Donc là, s'il peut rectifier le tir avec le contre-la-montre, ça serait idéal. Et puis il a le profil idéal. On voit que quand même les nouveaux entre guillemets grands champions et grands leaders sur les grands tours, ça passe déjà par le contre-la-montre. On voit les Roglic, qui était le premier, je trouve, à vraiment être très bon. Même Dumoulin, Geraint Thomas, de Froome, tout ça, ils étaient très bons en contre-la-montre, très bons en montagne. Et c'est ça qui les a fait gagner leur grand tour. Mais à un moment, j'ai l'impression que les meilleurs Français, c'était un peu des Colombiens. Ils étaient bons qu'en montée. Après, le reste, ouais. Les Français sont des Colombiens, ok, mais Paul Sexas, à qui on peut le comparer, Lilian ? Pour moi, on peut le comparer à un très bon grimpeur-rouleur qui, sa priorité, c'est... Après, c'est difficile à savoir sur Paul Sexas. Est-ce que c'est avant tout un grimpeur ou est-ce que c'est avant tout un rouleur ? Je pense qu'on va avoir les réponses sur les prochaines courses. C'est par rapport au niveau World Tour, est-ce qu'il va plus être apparent par rapport aux meilleurs rouleurs ou aux meilleurs grimpeurs ? Donc c'est ce qu'on va voir. Parce que pour moi, si c'est avant tout un grimpeur, je dirais quand même un peu plus un Pogacar qui derrière roule très très bien et l'a montré. Si c'est avant tout un rouleur, je dirais un Roglic par exemple. Ouais, mais est-ce qu'il est aussi puissant qu'un Pogacar ? Parce que Pogacar, il est très polyvalent, quoi. Ouais, peut-être plus un Jonas Vingegaard. Ouais. Ou un Pierre Latour. C'est ça, Vingegaard, pareil. Ouais, on n'est pas dans le même stade. Alors, on va passer au deuxième... ou non, peut-être une dernière question sur Paul Sexas. Tu parlais tout à l'heure qu'il a été promu directement chez AG2R avant même qu'il soit Espoir 2. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui ? C'est une bonne chose parce que l'équipe lui fait confiance et que ça montre qu'il a du potentiel. Après, va falloir lui laisser du temps, je pense, pour qu'il commence à apprendre et puis que vraiment il explose au rang professionnel. Après, oui, je pense que c'est toujours une bonne chose d'apprendre aux côtés des meilleurs. Mais après,
Faut voir, ouais, faut pas griller les étapes. Mais après, il est bien entouré par une génération dans l'ensemble de Decathlon AG2R assez jeune qui rentre dans l'effectif. Donc je pense qu'il va pouvoir bien s'entendre avec ses équipiers-là. Mais tu t'attends à quoi, toi, pour lui en 2025? Bah, je pense qu'il va falloir qu'il apprenne. Et après, pourquoi pas le voir prendre de l'assurance et puis après jouer les premiers rôles sur certaines courses. Un autre qui va apprendre des meilleurs, du meilleur, c'est sûrement Pablo Torres, 19 ans, le jeune espagnol de UAE AG2R. Oui, il fait partie de la réserve d'UAE Emirates. Oui, Plutôt que UAE AG2R. C'est pas encore le. Je me suis même pas rendu compte que j'avais dit ça, hein. C'est pour dire. Mais non, c'est peut-être un futur grand grimpeur. Il a fait deuxième du classement général du Tour de l'Avenir en 2024. Donc bon, quand on fait le Tour de l'Avenir et qu'on se classe bien au classement général, après, on la voit avec des David Gaudu, des Egan Bernal, après Tadej Pogacar, on devient un grand du cyclisme normalement. Et puis, oui, non, mais un grand du peloton quoi, Oui. au moins. Et puis la même année, il a fait aussi dauphin du Tour d'Italie junior. Là aussi, il a montré ses qualités de grimpeur, mais c'est quelqu'un qui est souvent quand même bien placé. Il a fait beaucoup de places où il était bien placé sur des étapes. Je pense il gagne aussi beaucoup d'étapes. La 5e étape du Tour de la Vallée d'Aoste, la 4e, la 6e étape du Tour de l'Avenir, il gagne 2 étapes. Il est aussi donc du coup, je le disais, 2e du Tour d'Italie Espoir. Donc c'est quelqu'un qui est toujours bien placé au classement généraux, qui fait toujours parmi les meilleurs, mais il manque peut-être un brin de maturité. Je ne sais pas si c'est de la maturité, mais en tout cas, il lui manque un petit quelque chose pour faire en sorte qu'il aille chercher à chaque fois les meilleurs résultats, quoi. Il lui manque un petit rien à chaque fois. Tu parlais du Tour de l'Avenir, ça a quand même été un tour important pour lui. Malheureusement, il fait deuxième, mais il a quand même écrasé ce Tour de l'Avenir, Maxence. Ouais, on a regardé tous les deux avec Hugo. Honnêtement, il est censé le gagner ce Tour de l'Avenir et sur les étapes importantes, il est devant. Après, on n'a pas eu les circonstances, mais il a dû être pris dans une cassure ou dans dans une bêtise comme ça parce qu'il perd 5 minutes sur une étape très accidentée où le début est très vallonné. Après, il y a une grande descente, donc ça devait être sur un plateau. Ça redescend et après, étape plate. Et là, il a réussi à perdre plus de 5 minutes et c'est ces 5 minutes-là qu'il a réussi à grappiller au fur et à mesure pour revenir à moins de 20 secondes, il me semble, à l'arrivée. 12 secondes à l'arrivée. 12 secondes à l'arrivée. Et il a repris 5 minutes sur un des meilleurs qui était devant aussi, qui est donc le vainqueur du Tour de l'Avenir. Joseph Blackmore. Donc, pour moi, c'est comme s'il l'avait gagné et c'est lui qui aura ce rôle-là d'être plus loin derrière. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je disais. Quand je disais, par exemple, fait deuxième Tour d'Italie junior, c'est qu'il lui manque un petit truc juste pour aller éviter ces pièges là, par Ouais. exemple. Tu vois, éviter. Après, Il peut y chez avoir la UAE, du malchance coup, aussi. chez Voilà, UAE, il y a la par science contre, de la voilà, course. C'est ça, Ouais. par contre, pour le coup. Après, ouais, il peut y avoir un grain de malchance aussi. Les effectifs jeunes, on sait que peut-être qu'il était peut-être pas hyper bien épaulé à ce C'est moment-là. vrai. Donc, à voir. À voir les circonstances. Il faudrait qu'on se renseigne plus sur le sujet la prochaine fois. Mais ouais, je pense que ça peut être qu'un grand cours dans l'avenir. En tout cas, ça fait un bel Espagnol qui sera à suivre dans les prochaines années. Et il y en a pas mal, hein, avec Rodriguez, Ayuso et Pablo Torres notamment. On va passer au troisième coureur qui sera à suivre l'année prochaine. C'est Albert Wiesen Philipsen, Maxence. Ouais, donc lui, c'est un coureur très polyvalent, Albert Philipsen. Donc il est à la fois très rapide, puissant, et il est même très bon quand la pente commence à s'élever. Donc, et en plus, il a sauté une classe, tout comme Paul Sexas, ça rime. Et donc il passe lui aussi dans les rangs professionnels, alors qu'il a que 18 ou 19 ans, il me semble. Et il est aussi le plus jeune champion du monde espoir. Donc j'ai vu ça. En fait, il était première année en espoir, et en plus, il est de fin d'année. Donc par rapport à son âge, il est le plus jeune champion du monde espoir et il a gagné sur le circuit de Glasgow. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui est-ce qui a été vainqueur. Mathieu Glasgow, Van Der c'était Poel. Van Der Poel. Et je pense que c'est à peu près le même profil, très puissant, très rapide et très bon aussi quand la route s'élève. Je pense que c'est pas anodin s'il a gagné. Après, c'était une course assez bizarre, quoi. C'était pas un peloton qui arrive et qui après se décante. La course, elle s'est faite à l'avant. Il a réussi à s'échapper avec 3-4 adversaires. Et puis après, ils ont été rejoints plus ou moins rapidement par les autres. Et puis après, il a réussi à gagner tout seul. Donc c'est quand même qu'il avait les jambes ce jour-là. Et puis sur un circuit quand même très exigeant, on avait vu, c'était quand même assez raide, hein, le circuit de Glasgow. Je pense que Van Der Poel, il avait mal aux pattes, même lui, arrivé en haut. Mais un coureur très prometteur du coup. Et puis à voir ce que ça donne. On voit qu'il intègre l'équipe Lidl Trek, donc peut-être que ça va ressembler un peu à Mats Pedersen. Mais
À voir ce que ça En donne. plus, il est danois, donc En plus. ça marche plutôt pas mal avec Pedersen. Mais c'est vrai que rien que Pedersen, Van Der Poel, c'est quand même des comparaisons où on vise assez haut. Mm. Et il a que 18 ans, Julien. Ouais, c'est sûr. Et puis, mais moi, ce que je note aussi chez lui, c'est que tu parles d'un Van Der Poel, mais c'est aussi quelqu'un qui grimpe assez bien, puisqu'il gagne l'un Bugey-Valet-Tour devant donc, Paul Sexas. Donc, ça aussi, c'est une performance, parce que là, quand on voit comme ça, je dirais que peut-être que Paul Sexas est meilleur grimpeur que Philipsen. Mais oui, mais ça grimpe bien. Après, là, Bugey Valley Tour, ça montait, mais c'était pas non plus Ouais. des grands cols. Mais oui, j'ai suivi pour le coup cette course-là, je l'ai même vu. Et j'ai regardé 2-3 étapes, il me semble. Et en fait, oui, Sexas, en fait, c'était Pogacar il y a 2-3 ans avec toujours son ombre dans la roue. Et puis, bah, c'était Philipsen qui était tout le temps derrière lui. Puis, bah, au sprint, derrière, il arrivait Ouais, à gagner, quoi. Donc, ça s'est pas joué à grand-chose, mais oui, faut arriver quand même à suivre Paul Sexas. J'ai Ouais. jamais réussi. Tu y crois, toi, à la trajectoire Mathieu Van Der Poel, Maxence? Bah ouais, pourquoi pas, parce que les seuls articles que j'ai vus quand j'ai cherché son nom sur internet pour me renseigner un peu plus, les seuls articles qu'on voit, c'est le comparatif avec Pedersen. Donc c'est que les spécialistes qui travaillent sur lui, bah, ils le comparent vraiment à un grand champion et dans ce style-là. Donc après, à devenir aussi grand que Van Der Poel, on sait qu'il va falloir du travail quand même. Et puis, il faut Mais, être bon sur les pavés aussi. Oui, c'est ça. Et puis à voir, peut-être qu'il est moins agile qu'un Van Der Poel qui a fait du cyclocross. Mm. Hein. Ça peut être très intéressant d'être agile quand même dans le peloton maintenant, dans le peloton professionnel. Donc à voir ce que ça donne, mais un coureur très prometteur lui aussi, et pas forcément dans la même catégorie, mais un coureur un peu plus polyvalent. Ouais. C'est bien pour ça qu'on fait cette vidéo. Quatrième coureur dont on voulait parler, il est belge. Cette fois-ci, il vient de l'Auto Development Team. Il a 19 ans également, comme Pablo Torres. C'est un gabarit plus petit comme Pablo Torres, et c'est bien Jarno Vidar. Et puis comme Pablo Torres, il est né en novembre 2005. Donc lui, tu l'as dit, il est belge. C'est un coureur qui sait un peu tout faire. Moi, je le comparais à un Wout van Aert, contrairement à Van Der Poel, par exemple. Il est vainqueur notamment du Tour d'Italie Junior. Donc là, il faut montrer quand même de certaines qualités en montagne. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très bon sur des classiques. Il a gagné notamment le Tour des Flandres Junior, par exemple, rien que ça. Donc c'est pas mal. Et puis aussi le championnat du monde de Belgique Junior en 2023 sur route. Donc là aussi, pour gagner en Belgique, Faut y aller. faut un très bon niveau. C'est quelqu'un qui gagne un peu partout. Il gagne également des étapes sur le Tour de l'Avenir. Il fait un très bon classement, une très bonne première début de semaine. Puis après, il s'est effondré. Donc je ne sais pas s'il y a eu un gros souci pour lui de ce côté-là. Mais c'est quelqu'un qui s'est gagné un peu partout. La classique des Alpes junior en 2023. Il fait 8e au championnat du monde espoir en 2023 et 7e cette année. Donc à chaque fois, il est bien placé. Bon. Il n'est pas non plus. Il gagne le Giro. Il gagne ouais, le dit, Giro, ouais. je t'ai dit, ouais. Et puis, Jeune. puis le Tour de la vallée à Aoste également qu'il a remporté. Donc c'est quelqu'un qui gagne très bien, mais qui est aussi très bon puncher et qui peut-être, on le voit vainqueur sur le Tour des Flandres Junior, peut-être bon aussi sur les pavés. Et tu sais s'il est bon en contre-la-montre? En contre-la-montre, je sais pas. Après, pour gagner sur des Tours d'Italie Espoir, Ouais. je pense qu'il pense faut qu'il doit quand même en avoir quand même un un assez petit bon peu. niveau. Après, je me dis que s'il perd aussi beaucoup de temps sur le Tour de l'Avenir, c'est peut-être aussi parce qu'il a pu être piégé. Peut-être, ouais. Donc, Non, mais Sur le Giro d'Italie Next Gen, il fait la première étape été, est un contre-la-montre, et il fait 9e ouais, c'est pas mal, quand du même. contre-la-montre. mais il est loin ou pas du meilleur? c'était hyper serré, c'était un petit contre-la-montre. Ah oui, C'était d'accord. 8,8 km et il est à 22 secondes. Ouais, quand même. Ouais. 22 secondes sur l'équipe, ouais. Ouais. Bon, après, c'est quand même assez curieux, je trouve, comme profil, moi, parce qu'un mec qui est très bon grimpeur, parce qu'on voit quand même que c'est là où il arrive à faire la différence sur les grands tours. Et derrière, il gagne un Tour des Flandres, donc c'est quand même atypique comme coureur, je trouve, parce que ouais, c'est vraiment pas de domaines qui se mettent ensemble, mais bah, pourquoi pas. Ouais, après, pour moi, il lui manque quand même le bon classement général sur le Tour de l'Avenir Oui. pour vraiment qu'on puisse dire, ah tiens, c'est un excellent grimpeur. Après, il y a le Mais- Giro qui Ouais, le remplace. Giro, C'est ça, bien. voilà, il y a le Giro, mais c'est Après, pas dans le Tour de c'est l'Avenir non plus. comparatif, ouais. C'est pas non plus un Ouais, Tour de il y a l'Avenir. quand même des bons coureurs qui se Donc, déplacent. ouais, sur ouais, le ouais, Giro. quand même. Ouais, donc, Donc là, il est bah, dans quelle équipe, là? donc là, c'est l'auto. Il est à l'auto, ouais, c'est ça. Et il fait 1m70 pour 54 kg. C'est vraiment un gabarit très très fin. Et c'est pour ça que moi, je le comparais plus à Remco ou Riccitello. Et là, je me posais une question. Est-ce que c'est plus Remco ou plus Mathieu Riccitello? Je On veux va pas voir. dénigrer Riccitello, mais pour l'instant, c'est quoi sa trajectoire?
Bah moi je verrais voilà, comme un Remco quand même de gagner partout. Après peut-être que pour moi il lui manque le niveau en contre-la-montre qu'il n'a pas encore montré selon moi. Que c'est Remco différent. à cet âge-là avait quand même déjà montré. Ouais, Donc, mais c'est différent. Le profil est totalement différent, je trouve, quand même. Parce que le ouais, mais Remco, il grimpe très bien, il est capable de gagner les classiques, c'est du Remco. ouais, mais là, tu parles d'un Tour des Flandres. Remco, tu le vois pas à l'avant sur des pavés. Tu le vois. Il est d'abord passé par le contre-la-montre pour ensuite passer sur la montagne. Lui, si tu dis que c'est un bon grimpeur, c'est ça que je n'arrive pas à trop comprendre. Ouais, C'est pas c'est un profil là assez Ouais, mais sur spécial. un Tour des Flandres, tu vois de bons punchers performer. Pogacar, il le gagne en 2023 par exemple. Oui, mais là, Oui, c'est après pas- c'est Pogacar. Oui, c'est Ouais. hors norme, mais Là, tu vois pas de Remco, grimpeur. il gagne sur Liège. Tu vois pas de grimpeur jouer les premiers rôles Ouais. sur un Paris-Roubaix, un Tour des Flandres. C'est ça que je trouve ça curieux. Ouais. Peut-être qu'il y a eu, comme à l'image d'un Van de Barle, un fait de course, il est parti tout seul et puis il a réussi à bien jouer sa carte. Mais Après, les grimpeurs font pas le Tour de Flandre. ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que ça Ouais. m'étonne en fait. Ouais. Un grimpeur, un Vingegaard, tu le vois pas jouer les avant-postes quoi. Ouais, puis moi, ce que je vois aussi, j'ai vu, c'est champion du monde de Belgique junior quand même. Enfin, je le répète, mais Ouais. il faut quand même un sacré niveau pour gagner Belgique, comme c'est quand là-bas, surtout en junior. Donc, On va le voir pas mal cette saison. On l'a déjà vu un petit peu en France, la classique VAR et autour des Alpes-Maritimes. Mais il a un programme assez chargé. Faune Ardèche classique, Faune Drôme classique. Donc il sera pas mal en France là. Après, il s'en ira en Italie pour la Settimana Internazionale Coppi, le circuit des Ardennes, Liège-Bastogne-Liège. Il va faire Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Ardennaise, dont il avait fini deuxième l'année dernière. La Ronde de l'Isère et le Giro d'Italie Next Gen aussi. En fait, il commence la saison par repérer le circuit des championnats du monde. Il reste championnat Oui, d'Europe. Championnat d'Europe. Championnat d'Europe, oui. ouais. Il reste par là pour. Il y a Arnaud Vidard, championnat d'Europe selon Maxence. Eh ben, on va voir. Ce serait peut-être à remontrer cette vidéo dans quelques mois. On va voir. la grosse cote. 6 mois avant, mais on va voir. Non, bah oui, c'est un bon programme. Puis c'est des courses qui peuvent lui correspondre du coup. Ouais. Et il est aligné avec l'auto jusqu'en 2027 sur un double contrat. L'année prochaine, il sera en Conti, donc dans la Development Team. Et à partir de 2026, il a déjà signé son contrat pour être 2 ans avec l'équipe pro. Ouais, c'est curieux, ça. J'avais jamais entendu parler de ce type de contrat encore. Parce que ça veut dire que s'il ne confirme pas en développement team, il passe quand même pas. Mais ce qui est Dans la bizarre, c'est pro que en 2025, il sera avec la développement. Ouais. Mais il va quand même faire le Liège-Bastogne-Liège, la Faune Drôme classique. Oui, après, tout ils ça. peuvent faire monter des stagiaires, je Oui, me bien semble. sûr. Donc, mais ouais, je trouve ça curieux. Ça veut dire que si derrière, Petit il, CDD, puis si, après, si- si derrière il performe pas, il lui arrive Ouais. quelque chose, le contrat il est déjà signé, quoi. Après, je pense qu'il doit y avoir pas mal de clauses dans ce genre de contrat où tu peux les rompre. J'imagine. Bah, oui, je pense un J'espère minimum pas. Ah, d'ailleurs, pour Auto, ouais. Ils ont Je pris viens de sacrifice. voir quelque Après, chose quand aussi tu vois sur les le planning palmarès- prévisionnel. Il est prévu pour l'instant, c'est très bizarre, mais il est prévu pour les championnats du monde. Junior. Junior, oui. Ouais, c'est Mais- junior. Bah, après, c'est pas étonnant. Il fait 7ème et 8ème sur les 2 dernières années. Donc, moi, 2 top 10 affilés, c'est pas étonnant de le voir Oui. sur une 3ème fois d'affilée. Après, Ouais, puis tous les jeunes prometteurs de cet âge-là, ils vont Ouais. y être. Hein. ouais, de toute façon, oui. Donc, Et on va passer au dernier coureur, à la La dernière dernière. coureuse. Elle est française et c'est bien sûr Célia Géry. Ah oui, il fallait bien parler d'une fille quand même dans ce classement, sachant qu'on a une sacrée chance cette année d'avoir une jeune Française très très prometteuse et qui passe au rang World Tour, pareil comme à l'image d'un Sexas ou de Philipsen, un peu prématurément. Donc elle a 19 ans, Célia Géry. Il faut savoir que du coup elle était elle était en junior l'an passé. Elle est championne de France sur route et de contre-la-montre, rien que ça. À l'image d'un Jarno Huidar, pareil, vainqueur du Tour des Flandres, donc assez polyvalente. Et junior, ouais, junior toujours. Et puis bah ouais, une fille très très prometteuse. Si FDJ Suez lui fait confiance, sachant qu'il y a quand même eu un sacré recrutement cet hiver avec Demi Vollering, Juliette Labousse, c'est que je pense qu'elle doit en avoir sous les pédales. Et puis on l'a vu sous les sous-bois cet hiver, c'est quand même une très, 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 très prometteuse coureuse française, championne d'Europe espoir pour sa première année en espoir en cyclocross. On l'a vu sur plusieurs manches de Coupe du Monde, parce qu'elle a été du coup avec les élites,
puisqu'il n'y a pas de course espoir femmes en Coupe du Monde, parce que des pelotons un peu trop restreints, donc elle court avec les élites. Et puis on l'a vu, elle arrive à s'accrocher au meilleur. Elle est sur un petit peu. Ouais, même pas en se testant, franchement, elle était loin d'être à la rue. Mais après, on voit qu'il manquait 2-3 tours à la fin pour terminer avec les meilleurs, mais on voit qu'elle a le rythme. Après, à voir sur la durée pour gagner un petit peu, mais je pense qu'elle est pas loin et à voir ce que ça donne aussi sur la route. Et puis, je pense qu'elle va être dans la bonne équipe pour progresser cette année. Ouais, sur la route, elle va être avec Demi Vollering, avec Juliette Labousse, avec Evita Music aussi, des très grandes coureuses du peloton, notamment l'année prochaine, parce que Evita Music va encore grandir et va peut-être se classer au niveau de Vollering et Labousse. Est-ce qu'elle sera coéquipière ou plutôt leader sur certaines courses, notamment les courses d'un jour? Sur les courses d'un jour, ouais, elle pourrait être leader. Après, je la vois mal arriver tout de suite, première saison, et être leader dès la première course qu'elle peut faire. Non, pour moi, elle va d'abord être équipière. Je pense qu'elle a beaucoup à apprendre de ces filles-là, donc Labousse et Vollering. Donc pour moi, c'est une énorme opportunité pour elle d'être à leur très côté. bien. Tu disais, il lui manquait quelques tours pour accrocher les meilleurs. Peut-être qu'elle peut les trouver en essayant de voir leur préparation et tout leur travail qu'il y a derrière aussi. Et je pense qu'elle va faire une première partie de saison, voire même toute la saison entière où je la vois être coéquipière honnêtement. Oui. Et puis après, on pourra peut-être voir si elle est capable d'être leader quelque part sur des petites courses. Mais cette année, je pense que je la vois mal concurrencer quand même Demi Vollering. Et puis on dit 19 ans, et 19 ans, elle les a de 2025. Donc elle est vraiment toute jeune. L'année prochaine, même si elle aura que 20 ans, là, elle pourra prétendre après, avec un an d'expérience, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais aux côtés des grandes... T'as pas trop de doute, tu sais que face à des petites de sa génération, elle va le faire. Quoi. C'est ça. Donc, faut voir pas une confirmation, mais vraiment de l'apprentissage cette année. Et puis, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la question d'Hugo. C'est difficile, je trouve, encore plus chez les femmes de prétendre à un rôle de leader rapidement parce que les effectifs sont plus restreints et donc les meilleurs sont souvent alignés. Et puis on sait que la sélection est plus rapidement faite encore chez les femmes avec les meilleurs qui sont vraiment au-dessus du lot et qui jouent souvent la victoire. Pour le coup, Célia Géry est un petit peu moins bonne en contre-la-montre, mais elle est tellement polyvalente, on ne peut pas lui en vouloir pour ses petites lacunes. Et puis des lacunes en contre-la-montre, ça se corrige. Et vu le talent de Célia Géry, on n'a pas de doute, pas trop de doute en tout cas, quant à ce qu'elle pourra pallier. Et puis pour l'avoir côtoyée avec Titouan au championnat de France de cyclocross, c'est vraiment une fille très sérieuse, mais qui sait aussi rire. On les a vus la veille et l'avant-veille de sa course, très joyeuse, très à l'écoute de ses coachs. Par contre, le dimanche, c'était le masque, concentré sur l'objectif. C'était à fond dans sa préparation. La course, pareil, une course très, très mature. On la voyait pas s'enflammer. Comme je te disais, au début des courses de Coupe du Monde, elle arrivait à être dans les meilleurs. Et puis là, par rapport au niveau français, elle aurait très bien pu s'échapper et s'enflammer. Ouais. Là, non, en fait, c'était une course de gestion alors que c'était elle la plus jeune dans le lot. Et vraiment, elle suivait les meilleurs juste en accompagnant, mais très concentrée. Après, il lui a manqué quelque chose à la fin, peut-être une erreur stratégique pour gagner cette course, puisqu'elles arrivent toutes les trois au sprint et elle finit troisième. Mais franchement, elle était à pas grand-chose de gagner ce championnat de France de cyclocross élite. Très bien, merci beaucoup les gars pour ces petites previews, ces profils, voilà, c'est le mot que je cherchais, les profils des 5 pépites qu'il faudra suivre dès cette saison et on va en avoir pour plusieurs années si je pense, le chemin est parcouru comme il se doit. Merci à vous de nous avoir suivis, merci les gars d'avoir été avec moi. Merci à toi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission du Grand Plateau.